Bonjour à tous, bienvenue. Voici les titres de ce vendredi 16 janvier. Le groupe Doux reprend son envol. Le spécialiste de la volaille confirme des embauches pour 2015. L'usine de Chantonnay est évidemment concernée par cette nouvelle qui intervient après un redressement judiciaire en 2012. Elles hébergent des personnes handicapées. Chez elles, 2 familles du Langon ont décidé de se lancer dans cette aventure qui engage chaque membre d'une fratrie. La légende s'avère finalement vraie. Un village médiéval se trouve bien sur le site du Puy du Fou. Les vestiges ont été découverts à l'occasion de travaux pour un nouveau projet du parc. Il a subi la crise et pourtant, aujourd'hui, il annonce des embauches. Le groupe Doux est redevenu bénéficiaire. Aujourd'hui, le spécialiste de la volaille souhaite en effet recruter une centaine de personnes. Une nouvelle qui impacte évidemment directement l'usine de Chantonnay. Le point avec Pierre Dalicieux. En témoigne ce panneau de permis de construire. On est bien loin du redressement judiciaire de 2013. Sur le site de Chantonnay, un tunnel de congélation est en cours de construction. En tout, 3 millions d'euros seront investis sur le site en 2015. Le but, passer de 180 000 à 260 000 poulets abattus par jour. Les salariés, eux, ne cachent pas leur soulagement. Là, ça tourne à plein régime. Ouais. Il y a des boulots, c'est assurant pour tout le monde. Et là, c'est bon. Quand on voit qu'il y a des changements qui vont se faire, c'est un bon signe. C'est bien, voilà. 2015 sera aussi synonyme d'embauche pour le groupe qui compte aujourd'hui 2200 salariés et dont le PDG a annoncé plus d'une centaine de recrutements dans le courant de l'année. Pour la commune de Chantonnay, c'est évidemment une bonne nouvelle, surtout que côté emploi, le bilan de 2014 était plutôt positif pour la ville. D'accord. Quand j'ai fait les comptes à la fin de l'année à Chantonnay, le nombre de demandeurs d'emploi sur la ville de Chantonnay a baissé en 2014. Alors évidemment, il faut rester très prudent et très humble par rapport à ces données, mais c'est un espoir et aujourd'hui, eh bien, on a encore un nouvel espoir qui va dans le même sens et ça fait plaisir. Les salariés ne seront pas les seuls concernés par les annonces faites par le groupe. Doux qui travaille déjà avec 350 éleveurs, dont 45 en Vendée, en recherche davantage pour honorer ses commandes. France Bleu coupe les micros de la Roche-sur-Yon. On le savait, mais la nouvelle a été officialisée ce vendredi lors d'un comité d'entreprise extraordinaire. Les dirigeants de Radio France ont d'ailleurs fait le déplacement pour rencontrer l'équipe yonnaise. Les dirigeants qui d'ailleurs ne veulent pas parler de fermeture, mais de redéploiement. La situation concerne les 5 salariés encore présents. Un seul journaliste devrait rester. Les autres seront reclassés dans le groupe. Seule certitude pour le moment, la micro-locale vendéenne cessera d'émettre à la fin du mois de juin. C'est donc le flou pour l'équipe. On écoute 2 d'entre eux. Ce qu'on croit comprendre, c'est qu'ils ne veulent plus d'antenne vendéenne à partir de la fin juin pour France Bleu Loire-Océan. Donc il n'y aura plus l'équipe de 6 personnes telle qu'elle existe aujourd'hui, ça c'est sûr. Après, qu'est-ce qu'il y aura? Quel format? Ils ne veulent surtout pas qu'on dise que c'est un abandon de la Vendée. Alors c'est vrai qu'il y aura toujours France Bleu Loire-Océan pour les auditeurs vendéens, mais ce sera un programme émis depuis Nantes avec peut-être la présence d'1, 2 personnes en Vendée. Mais pour nous, c'est quand même grave. Moi, je trouve que c'est un immense gâchis vraiment pour nos auditeurs déjà, surtout parce qu'on a déjà beaucoup de retours de gens qui nous appellent pour nous dire mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va écouter. Voilà, et vous étiez un petit peu avec nous chaque matin parce que c'est vrai qu'on leur parle tous les matins de 7h à 9h et c'est vrai que c'est très difficile à vivre pour nous. Alors pour les auditeurs, France Bleu existera toujours bien sûr, mais lors des journaux d'information, l'actualité ne concernera plus uniquement le département. Elle traitera plus largement de celle de la Loire-Atlantique et de la région. Napoléon reprend vie, du moins en Vendée. Il faut dire que le premier empereur de France a marqué la Roche-sur-Yon de son passage, puisque c'est lui qui a fondé la ville en 1804. Partant de ce fait historique, l'ICES propose une chaire Napoléon, c'est-à-dire un enseignement sur l'homme d'État. Les cours ont débuté ce vendredi à l'Institut catholique d'enseignement supérieur en présence du directeur de la Fondation Napoléon. Reportage d'Aurélia Horner. Le consulat et l'Empire. C'est l'intitulé du premier cours de la chaire Napoléon, ouverte tout récemment à La Roche-sur-Yon. La création de cette chaire est importante parce que l'histoire napoléonienne n'est plus beaucoup enseignée, bien sûr dans le secondaire déjà pour commencer, mais même à l'université. Parmi les étudiants, un étudiant qui n'en est plus vraiment un.
Hervé, retraité et surtout grand passionné par Napoléon. Je connais assez bien le sujet, mais on apprend toujours, il y a des compléments à apporter, et puis c'est une période qui m'intéresse. Et ce n'est pas par hasard si cette chaire s'est ouverte à La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, c'est Napoléon sous le Premier Empire. C'est une ville qui a été, non pas créée, puisque La Roche-sur-Yon existait déjà, mais qui a été agrandie, modernisée, conçue par Napoléon. L'histoire de la ville doit être un des moyens de la faire rayonner. Et on sait très bien que la ville de La Roche-sur-Yon a été initiée par Napoléon. Et le fait de parler de Napoléon, pour La Roche-sur-Yon, est aussi une plus-value. Et ça nous permet de faire de cette richesse historique, parce qu'on n'a pas à la gommer, c'est de faire un véritable pôle historique napoléonien. Une période qui est d'ailleurs toujours d'actualité. On est au cœur de la problématique de la France contemporaine. L'histoire de Napoléon, elle nous parle de Napoléon évidemment, mais elle nous parle aussi beaucoup de nous. On va essayer de montrer en quoi c'est une époque importante, une époque charnière, sur le plan de la politique étrangère, parce que c'est la fin de la grande ambition d'empire-monde de la France, et sur le plan de la politique intérieure, parce qu'on est là au cœur de la réorganisation de la France contemporaine. Nous vivons aujourd'hui sur des institutions napoléoniennes, sur des institutions sociales napoléoniennes, je pense au Code civil notamment. Donc on le voit, il y a une grande pérennité de l'œuvre de Napoléon dans la société française. Pour en apprendre un peu plus sur cette figure qui a marqué la Vendée, rendez-vous à l'ICES dès vendredi prochain. Et puis une précision politique. Philippe Portet, que vous venez de voir dans le reportage, est candidat dans le canton de La Roche-sur-Yon Sud aux élections départementales de mars prochain. Un canton où se présente également un autre adjoint au maire de La Roche-sur-Yon, Malik Abdallah, qui lui a lancé sa campagne ce vendredi matin. Ce canton est détenu aujourd'hui par la socialiste Sylviane Bulteau, qui sera à nouveau candidate. Nous les entendrons bien sûr au cours de la campagne, ainsi que tous les autres candidats. 40 ans après la loi Veil sur l'IVG, la ministre de la Santé vient d'annoncer plusieurs mesures pour faciliter l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Un numéro vert et un site internet seront donc mis en place en septembre. L'objectif est de mieux informer les femmes sur le sujet. Les dépenses pour une IVG seront plus largement remboursées et les femmes auront également le choix entre une IVG médicamenteuse ou une hospitalisation. Et ce n'est pas un hasard si ces annonces ont été présentées aujourd'hui, puisque demain, le 17 janvier, cela fera donc 40 ans que la loi sur l'IVG a été adoptée. Il n'est pas simple de trouver une famille d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Eh bien, depuis le début de l'année, 2 familles installées au Langon hébergent 6 personnes dans cette situation. Rencontre avec l'une d'entre elles, devenue Grande Fratrie. Reportage de Carlo Laboureux. Oui, alors on va faire ce petit morceau-là et ça suffira. Pamela a 33 ans et est épileptique, un handicap qui nécessite un accompagnement au quotidien. Et c'est dans la famille Mordereau que la jeune femme a trouvé cette aide. Il y a 1 an, elle quittait ainsi ses parents pour vivre dans cette famille d'accueil. Ici, c'est différent, on est plus libre. Parce que tes parents travaillent tous les deux aussi. Oui, aussi. Et puis, en même temps, c'est moins de soucis pour eux parce qu'ils savent que je suis bien entourée, bien aidée ici. Et puis là, Nelly, elle est là pour nous aider, nous apprendre, nous guider, quoi. Car Pamela n'est pas la seule. Nelly, son mari et leurs 4 enfants accueillent également 2 autres jeunes en situation de handicap, dont Stéphanie atteinte de déficience intellectuelle. Tous 3 ont leur chambre et leur sanitaire. En dehors de cette maison, ils ont aussi tous les 3 un emploi. Ce qu'ils recherchent ici, c'est davantage d'autonomie. C'est vraiment leur projet, hein. Stéphanie, c'est ce que tu veux, toi. Hein. Partir un jour, faire ta propre vie, ton propre logement et... Mais je veux qu'ils partent un jour, mais dans de bonnes conditions, qu'ils soient vraiment prêts, pas aller trop vite, vraiment être capable de se débrouiller seul.
Sous ce toit, les 3 résidents participent ainsi aux tâches quotidiennes et sont intégrés à la vie de famille. Un accueil familial qui existe pour les personnes âgées, beaucoup moins pour les personnes en situation de handicap. En Vendée, 200 à 300 personnes handicapées seraient en attente d'une solution d'accueil, d'où l'initiative portée par le département et la DMR d'ouvrir cette maison, les 2 épis. Ce sont ici au Langon 2 familles accueillantes, plus une personne qui vient les remplacer lorsque celles-ci veulent s'absenter. Et chacune de ces familles accueille 3 résidents. Des accueillants qui sont salariés de la DMR, c'est là aussi une innovation et une première au niveau national. Et c'est en partie ce qui a permis à l'initiative d'être récompensée en 2013 par le trophée régional Territoire et Innovation. De son côté, l'association des paralysés de France vient de récolter plus de 10 000 € en Vendée. Ces fonds ont été collectés durant l'opération Handidon de septembre à décembre. La population a en effet été invitée à acheter des tickets à l'association pour tenter de gagner différents lots. Et l'argent permettra de financer des ateliers, des accompagnements vers l'emploi ou encore des sorties pour les personnes en situation de handicap donc. Au chapitre sport, direction le Dakar. Ce vendredi soir, il reste une dernière étape avant la ligne d'arrivée à Buenos Aires. Et pour le moment, les 2 équipages vendéens sont encore en course. Hier, jeudi, le duo Chabot-Pillot est arrivé dans le top 10 du classement général. Et pour le binôme Bernard-Vigneault, toujours à la 27e place, l'étape aura été du 100% plaisir. Les 2 équipes ont évidemment hâte de clôturer cette édition. Mais ils savent que rien n'est encore joué et qu'il faut rester vigilant. Bon courage donc pour la dernière journée. Et pour Chloé Trespeuch, c'est en revanche déjà terminé. La Vendéenne a été éliminée en quart de finale du championnat du monde de snowboard. Elle s'est fait doubler dans les derniers mètres alors qu'elle tenait la 2e place. La course s'est déroulée ce vendredi matin en Autriche. Rappelons que l'athlète avait obtenu le bronze lors des JO de Sotchi. Le Puy du Fou est rattrapé par l'histoire, on le sait. Le parc joue avec les légendes et les époques, mais cette fois, il s'agit bien de la réalité. Un bourg médiéval a été découvert. Les vestiges ont été trouvés lors des travaux pour la construction de nouvelles salles. Reportage de Grégoire de Châtillon. Le Puy du Fou, rattrapé par la légende. Les anciens parlaient d'un bourg disparu au XVIe siècle. Il a été retrouvé. Surprise, enchantement pour le parc à thème, car cette légende, ils y ont un peu cru au début, et puis ensuite, plus du tout. Voilà un village âgé de 600 ans qui se cache sous le sol Puy-Follet. Cette légende, elle raconte qu'il y a eu ici un bourg, le bourg Bérard, mais ce bourg du XIVe siècle est d'autant plus extraordinaire ici sur ce site que généralement les bourgs médiévaux sont situés sous les bourgs actuels dans les communes de France. Et que c'est donc rarissime de trouver un bourg de cette époque, 14e, 15e siècle, qui tout à coup surgisse en plein milieu d'un champ. Non seulement c'est une découverte importante, et puis en plus, elle apporte du crédit au Puy du Fou. Ce bourg, constitué principalement d'une grande maison, est un clin d'œil de l'histoire pour le parc historique. Vous pouvez imaginer un grand bâtiment en L, avec 2 annexes ajoutées. Dans cette zone, un fournil, avec possiblement un four à pain. Par ici, vous avez l'entrée avec un niveau d'allée ainsi que des drains. Et là où il y a mes collègues, ce serait une grande pièce qui aurait servi de cuisine. L'équipe archéologique étudie ici l'empilement qui s'est succédé dans le temps. On sait que la maison comportait un étage. Non, sur l'accent qui est en dessous. Chaque pièce va être vidée et on va enregistrer chaque couche, noter les relations par rapport aux couches qui sont au-dessus et en dessous pour arriver à comprendre la logique d'empilement, les différents aménagements qui ont été effectués et prélever le mobilier qui va nous permettre de dater chaque couche. Un peu plus loin, on mesure les fossés autour de la partie agricole du village. 9 cm au-dessus. Comment le Puy du Fou va-t-il valoriser cette découverte extraordinaire? Bien sûr, on a quelques idées, mais comme toujours au Puy du Fou, il faut que la manière de présenter les choses soit vivante et évidemment avec
l'utilisation de technologies ultramodernes qui permettent de donner à la présentation de l'histoire une figure moderne. Pour découvrir de vos propres yeux le bourg de Bérard, rendez-vous en 2016. Comme chaque jour, on jette un œil du côté du ciel et ce week-end devrait être un vrai week-end d'hiver. Samedi, la journée devrait débuter avec le soleil, mais du givre. Ensuite, c'est le gris et quelques pluies qui devraient dominer jusqu'au dimanche après-midi. Et les températures devraient progressivement descendre. C'est dire, quelques légers flocons sont même attendus. Lundi, le point complet sur la météo de ces prochains jours, c'est dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment lundi. D'ici là, très beau week-end à tous.